nouveau format, on refait le zap, acte 5. Vous rêvez toujours d'un monde à l'américaine ? I got him. Keep the taser on. Stop resisting! Keep the taser on. Get on your back! On your back! On your back! All right. Get on your back! Fucking back! My God! My God! Oh, goodness! All right. Get the fuck on your back! Est-ce qu'aujourd'hui, dans notre pays, vous, François Hollande, vous trouvez que les choses sur les libertés sont en danger ? Je crois qu'au nom d'une cause qui est juste, nécessaire, lutter contre le terrorisme, on est en train de faire des amalgames et des confusions. C'est-à-dire que celui qui n'est plus dans la norme, qui peut avoir un comportement déviant, qui peut parfois même être au-delà de la loi, peut être assimilé à un terroriste, ce qui là est une atteinte grave aux libertés. Aujourd'hui, on a affaire à des terroristes, donc on doit les traiter Allez, comme des vas-y terroristes. François, crache le Pourquoi on fait morceau. ça ? Pourquoi le pouvoir politique fait ça Allez, selon sors ta vous ? pyramide. Je crois qu'il y a d'abord une espèce de mouvement politique, c'est-à-dire de donner le sentiment qu'il y a une menace et que le pouvoir y répond. Donc il y a une intention politique qui est... Et le gouvernement a les moyens d'arrêter ces centaines de casseurs professionnels dont on connaît les identités. Alors pour faire face à cela, l'État a décidé d'affecter des militaires de l'opération antiterroriste Sentinelle pour surveiller des bâtiments officiels et plusieurs autres points fixes. Un geste fort qui a déclenché de vives réactions sur notre plateau. C'est une erreur totale de faire ça. D'accord, mais écoutez, franchement, on est en train de présenter comme une idée scandaleusement révolutionnaire ce qui est dans toutes les gares, dans tous les aéroports. Vous avez partout... Contre qui, monsieur Bayrou? C'est dans les gares. Contre les terroristes. On sait très bien ce qu'on fait. Le symbole, il est là. Moi, j'ai entendu des députés de La République En Marche, Madame Claire Aupetit pour la citer, qui a comparé ce matin les manifestants à des terroristes. Donc on sait ce qu'on fait. J'ai entendu le gouverneur de Paris nous dire ce matin que l'ouverture du feu n'était pas exclue. Je le cite. Mais c'est absolument pas nouveau que les forces sentinelles relèvent des forces de police. Pourquoi c'est pas les Black Blocs que vous ciblez, les casseurs professionnels? Mais vous ne savez, changez vous pas de les sujet. connaissez. Ne changez pas de sujet. C'est eux qui cassent. Vous essayez de faire C'est eux qui croire brûlent. que les forces sentinelles vont être face aux manifestants. Non. Vous voulez diaboliser les manifestants, les Français qui râlent et qui ont bien raison de râler parce que vous ne répondez pas à leurs revendications sociales et démocratiques. Parmi ils inventeraient la menace alors ? Non, je crois qu'ils ne l'inventent pas. Il y a quand même des actes qui se sont produits, les caténaires, mais on lui donne un sens qui n'est pas le bon et on lui donne une portée, on en fait un acte terroriste comme pour justifier l'intervention sécuritaire du pouvoir et son efficacité. Il n'y a que la violence. Ça peut être de la claque dans la tête à quelqu'un, c'est-à-dire tu ne sais pas que tu es en train d'obéir. Je te mets une claque dans la tête, du coup, tu perds tes lunettes, tu te secoues la tête et tu vois une réalité alternative. Et puis, au niveau social, la claque dans la tête, c'est les gilets jaunes. Les gilets jaunes, c'est une claque dans la tête d'un système qui ne se perçoit pas lui-même comme système d'aliénation.
sont des gens qui veulent détruire la République, tout avec elle. Et tous ceux qui étaient là se sont rendus complices de cela. Et je crois que maintenant, nous devons prendre des décisions claires, fermes, pour que ça ne se reproduise plus. On est dans un système pourri, il va falloir le faire, il va falloir en sortir. Et malheureusement, la violence sera inéluctable. Et pour l'instant, contentez-vous et rassurez-vous que ça soit simplement des chemises arrachées, parce qu'un jour ou l'autre, ce sera bien pire que ça. Je veux qu'on analyse très précisément les choses et que dans les meilleurs délais, on puisse prendre des décisions fortes, complémentaires, pour que cela n'advienne plus. Alors surtout, ce qui est très important, c'est un rapide coup d'œil, surtout ne pas s'appesanter, ça fait plouc. Les forces de l'ordre qui semblent vraiment dépassées par les manifestants ici sur les Champs-Élysées. Le Fouquet's, il a été tout d'abord pris à partie. Alors, ils se sont rués sur le noble établissement et l'ont littéralement ravagé. Elle est en danger, la République. Il l'a dit, Édouard Philippe, après l'attaque du Fouquet's. La République est menacée. Donc, oui, la République, c'est un restaurant maintenant. C'est un Fouquet's très abîmé qui, eh bien, ce soir, tente de retrouver un peu ses esprits. Tout est sans dessus dessous. C'est inadmissible. Oui, c'est inadmissible, dites-vous. Tout le monde connaît le symbole. La branchitude, ça passe et ça dépasse et ça trépasse. Tandis que ici, ça reste chic et élégant. Ça, c'est chic. C'est à peine si tu oses poser tes baskets sur la moquette. En 1985, cette cérémonie honore les milliardaires de la planète. Il n'y a pas un prépuce. Ah non, c'est sûr. Une vie qui est très compliquée, parce que c'est pas suffisant d'être milliardaire, il faut le rester. Vous savez, il y a une espèce dans tous les restaurants, une espèce d'autosélection qui se fait, les gens qui arrivent et qui se comportent mal ou pas bien, je veux dire, on n'a pas envie de les voir, on les met dehors. Ça fait du bien. Allez manger de la merde, madame. Bande de salopards. C'est un symbole. Et c'est pour ça que ça me fait plaisir. Je suis contre la casse du petit commerçant, comme on peut voir malheureusement certaines voitures de prolo, quoi, au final. Voilà, là, ça, on s'en fout, quoi. Ça, c'est l'oligarchie. Tant mieux si c'est pété. Si ces personnes ne sont pas contentes de l'emblème que ça représente, eh bien qu'ils aillent un peu à l'école, qu'ils passent des diplômes, qu'ils se mettent au travail et ils auront peut-être une vie un peu plus riche. Parce que là, il y a quand même beaucoup de feignants qui se plaignent. Faut pas déconner. Les Champs-Élysées, je suis désolée, ce n'est pas représentatif des Français, d'accord? Donc vous voulez quoi, qu'on vive tous dans des cabanes? Vous ne m'écoutez pas. Oh là là, c'est pénible au bout d'un moment. Putain, regarde, t'as vu ce qu'ils en ont fait là? Oh là là. Ils veulent manger leur steak. Maxime Nicole, moi je comprends pas pourquoi il est encore dehors, Maxime Nicole. Il vient de déclarer après une journée historique, c'est ce qu'il dit, Maxime Nicole promet un nouveau très gros acte dans 3-4 semaines. Mais je trouve ça absolument... Alors il a annoncé ça, il est dehors. Ah oui, c'est tout ce que je vous ai dit, moi. Qui dit j'étais très content de ce qui s'est passé, on va recommencer, et il est encore en liberté. Eh bien, dans certains pays, et dans des pays très démocratiques, aujourd'hui, il serait enfermé, excusez-moi, parce que ça n'existe plus, à Guantanamo. Drouet doit être mis en tôle. Moi, je dis, quand Maxime Nicole dit ça, je suis étonné qu'au minimum, on ne l'interroge pas. Éric Drouet appelle aujourd'hui à bloquer les raffineries et les ports. C'est la prochaine étape pour lui. Est-ce qu'avec ce qu'annonce le Premier ministre, là, on va pouvoir l'interpeller? Oui, mais c'est ça. On s'étonne qu'Éric Drouet puisse encore l'ouvrir. Pardon de dire ça, mais... Le mouvement est à la fois radicalisation, ça on le savait depuis le mois de décembre, mais de crétinisation aussi. C'est-à-dire qu'on est dans le n'importe quoi total. C'est le système judiciaire qui est quand même dramatiquement en cause, parce que tu dois mieux connaître les chiffres que moi, mais j'ai vu que depuis le début, il y avait eu 2000 arrestations, 1000 mises en examen, 70 personnes en prison. On ne peut pas en sortir. Il y avait 10 000 personnes avant-hier à Paris, vous mettez tout le monde en garde à vue? Mais s'il le faut, oui.
Non, discussion, parce que si tu commences à choper les gens lorsqu'ils arrivent la première fois en comparution immédiate et qu'ils vont immédiatement en prison pendant 3 mois, 4 mois, 6 mois, le week-end suivant, ils vont peut-être pas être aussi nombreux. Je suis contre des tests de QI à l'intérieur des manifestations, il n'y aurait pas grand monde. Je dis simplement, La France est un pays où l'état de droit, je dirais, est extrêmement surdéveloppé. Tant mieux pour ces gens-là, mais il y a un moment, il faut quand même être capable d'arrêter ce genre de violence. Vous êtes comme moi et à mon avis beaucoup de ceux qui nous regardent. Vous êtes hors de vous quand vous vous entendez dire qu'on est un pays liberticide. Les discours officiels, on peut dire officiels, des 2 leaders les plus partagés, leurs propos sont absolument débiles. C'est-à-dire qu'ils sont incommentables. Moi, je me penche sur leurs textes, sur ce qu'ils disent, et là, il ne s'agit pas d'orthographe, il s'agit du contenu. C'est débile. C'est-à-dire que ça n'a ni queue ni tête, ils ne finissent pas leurs phrases, et ça n'a aucun sens. C'est pas simplement conspirationniste, donc ils sont totalement critiquables, ils sont même méprisables. Aujourd'hui, c'est à cause des associations, à cause du droit de l'homme et de tout ce qui va avec. On est en train de pleurer parce qu'il y a à cause des flashballs qu'il y a eu des blessés. Mais c'est des assassins qu'il y a en face de nous, en face de la police. C'est des assassins, ils ont failli tuer des enfants et des femmes et des enfants dans des immeubles. Il a été sauvé par un gilet jaune. Et si le policier qui a été mis, qui a failli être lynché, mais avec ces gens-là, c'est des assassins. Si on le récupère pas, il est lynché, il est mort. Oui. C'est des assassins. Les images qu'on a vues qui sont du terrorisme urbain qui s'est déployé, qui est absolument insupportable. Je pense qu'aussi il faut être extrêmement clair sur la condamnation. Le but, c'est des actes de violence qui ont pour but de créer un climat d'insécurité, de faire du chantage sur un gouvernement ou de manifester de la haine à une communauté ou à un pays. Donc je suis désolée, les actes que commettent les casseurs, ce sont des actes terroristes. Oui, ce sont des terroristes en tout cas, et je dirais même plus que ça, ils participent à favoriser peut-être le terrorisme. Depuis le début du mouvement, on avait les gilets jaunes qui étaient la peste brune, les factieux, les séditieux, et là on a Marie-Laure Harel. Je n'ai pas dit que c'était les gilets jaunes, alors ne déformez pas mes propos s'il vous plaît. Madame Harel, vous avez suffisamment protesté quand on vous interrompait pour laisser les gens parler. Parce qu'on déforme mes propos. Toutes celles et ceux qui étaient sur les Champs-Élysées, soit ont participé à ces violences, soit s'en sont rendus complices parce qu'ils n'ont rien fait pour les arrêter. La casse, en droit, c'est de la dégradation de biens. C'est pas de la violence. Je ne suis pas en train de la justifier. Je suis pas en train de dire que c'est bien. Je suis pas en train de dire qu'on peut le tolérer. Je suis en train de dire que faire le parallèle entre de la dégradation de biens qu'ils exercent à l'égard de magasins qui sont assurés, ça n'a absolument rien à voir avec le terrorisme. Absolument rien à voir. C'est un outrage tellement grave qu'il n'y a même presque pas besoin de le réfuter. C'est-à-dire que vous vous ridiculisez toute seule, madame. Et nous reprenons avec cette question. Que risque un policier ou un commerçant exaspéré s'il fait usage d'une arme à force de mentir? Aux États-Unis, mort, mais les baqueux, ils seraient morts. Il est évident qu'une grande partie de ces gens-là seraient actuellement les gens qui ont attaqué directement les forces de l'ordre. Mais je dis qu'il y aurait au moins 1000 policiers morts. Ils seraient morts. Ils seraient morts, tirés dessus, blessés, bien entendu. À tirer à balles réelles, ils vont tirer aussi à balles réelles. On va rigoler après. Défense des policiers. Et après, on sera là pour compter les morts. Par contre, c'est pas Marshall, du haut de sa tour climatisée, qui parle, mais il pleure. Avec 45 les collègues, ils tirent. Tu mets au milieu des manifestants, il faut saluer le courage. Il serait prêt à se rouler dans la merde pour pas qu'on lui fasse de mal. Et ces gens-là, faut les éradiquer. Et aujourd'hui, on a affaire à des terroristes, donc on doit les traiter comme des terroristes. Ah, lui, il aime l'argent. Il a appelé pour défendre l'argent, lui. Ah, lui, s'il n'a pas le poster de Ben Gourion de 4 mètres sur 4 mètres dans son salon, c'est clair. Non, mais là, oh là là. Je suis choqué de ce qui se passe. Ah, tire dans le tas. Mobutu 2. On n'a pas le droit de frapper un manifestant. Ils ne font rien. Au lieu de faire venir l'armée et tirer dans le tas. Il y a dans ce mouvement une violence mais incroyable. Et vous, au fond, le mec, il a perdu un œil alors que lui, tout à fait, tout en disant je suis pacifiste, etc. N'empêche que vous abritez ça. Tout en métal. Ça se nourrit chez vous. C'est très gênant. Monsieur Pro, il y en a marre samedi dernier sur les Champs-Élysées insulté de la sorte. Vous avez un premier de la classe, Monsieur Griveaux, qui nous traite de terroristes, d'analphabètes, d'antisémites. On se prend toutes les insultes du monde. Si à un moment donné on se mettait à vous insulter, la seule insulte qu'on entend dans la manif, c'est tête de con pour Macron. C'est tout, ça s'arrête là. À un moment donné, stop, quoi. Moi je suis pas un terroriste et je commence à en avoir marre qu'on appelle mes camarades des terroristes. On est à 4 mois sans réponse, il n'y a rien qui change, on est toujours pas entendu, on est méprisé. Et puis voilà. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous assumez ce qui s'est passé? C'est pas à moi de l'assumer, c'est au gouvernement à prendre des décisions et à donner des réponses. Alors je pose la question autrement, est-ce que vous condamnez ce qui s'est passé?
Écoutez, moi je rends un hommage vibrant à toutes les personnes très précaires, les millions de Français ultra précaires, délaissés par la politique d'Emmanuel Macron, qui survivent au quotidien. Moi, je rends hommage à tous les retraités, les petites retraites. Peut-être que certains d'entre eux travaillent sur les Champs-Élysées. Oui, ce sont 15 000 personnes. Écoutez, j'ai envie de dire, ce sont des dommages collatéraux. Ah non, les garçons. Les garçons. Les jeunes filles, on serait bien sans avec les filles. Ne pas condamner, ça veut dire accepter, ça n'est pas vrai. Ça veut dire que vous êtes complice vis-à-vis de rien du tout. T'inquiète, il y a Cohn-Bendit qui va faire un plaidoyer pour lui. En particulier, qui soient dans les cortèges et qui refusent de condamner les violences. On en est à 5 mois. 5 mois où il y a encore un soutien important dans l'opinion, malgré les violences, malgré des débordements. Est-ce que vous les condamnez fermement, ces violences? Je l'ai dit, Non, mais très clairement. Non, alors, moi, la scène qui est devenue presque la scène préférée du champ médiatique, donc, à savoir, on le relève pas. Je vais terminer, l'extorsion d'aveu ou l'extorsion de condamnation, c'est-à-dire en gros de se présenter à la barre et il faut absolument condamner catégoriquement ou ne pas condamner. Si on ne condamne pas, on s'expose à une chaîne de bêtises et donc en général les gens se planquent. Et donc, si vous voulez, on peut avoir cet échange qui va être passionnant. Vous allez me redemander est-ce que je condamne les insultes antisémites vis-à-vis de Finkielkraut et je vais vous répondre oui. Nous avons fabriqué de l'intelligence. Condamner les pillages, condamner les incendies, ça vous rendra plus fort. Et deviens comme moi, balèze. 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 Vous vous rendez compte? Monsieur Macron est un irresponsable, Monsieur Macron est un incompétent, il mérite la prison, il est en train de vendre ADP, il est en train de liquider le pays, c'est ça la réalité, c'est ça la réalité, bon sang, arrêtez de tourner en boucle sur quelques violences. Plantier, vous êtes un con. Vous me trouvez grossier, et moi, mon cher ami, je vous trouve vulgaire. Vous ne comprenez pas. Je vais vous expliquer. Dire merde ou mon cul, c'est simplement grossier. Maintenant, voyons donc tout ce qui est vulgaire. Prendre une voix feutrée et sur un ton larvaire, vendre avec les slogans au bon compte d'auditeurs les signes du zodiaque ou le courrier du cœur. Connaissant son effet sur les foules passives, faire appel à Jésus pour vanter la lessive. Employer les plus bas et les plus sûrs moyens, faire des émissions sur les vieux, sur la faim, le cancer, enfin jouer sur les bons sentiments afin de mieux fourguer les désodorisants. Tout cela, c'est vulgaire, ça pue, ça intoxique, mais cela fait partie du jeu radiophonique. Vendre la merde, oui, mais sans dire un gros mot. Tout le monde est gentil, tout le monde il est beau. Mais là, mon cher Plantier, vous ne pouvez comprendre. Et dans un tel combat, je ne puis que me rendre. Alors Plantier, salut. Je préfère me taire, je crains en continuant de devenir vulgaire. Robocop, chacun son truc. Ah? Moi je préfère être de mon côté, au moins je dors bien la nuit quoi. Voilà. Ah c'est bien, ça fait caméra interposée. Il y a combien de personnes derrière la vôtre? La DGSI, 4-5 dans un bureau? Ah c'est pas fini. Ah je sais, c'est pas grave. Genre 500 € par week-end. 500 € Pardon par week-end, le mec... C'est bien, et vous êtes fiers, c'est bien? C'est bien. Ben moi je dors bien le soir. Est-ce que vous voulez dorer, c'est pas sûr? Il dit qu'il y a beaucoup de complots. Bon, comme s'il en pleuvait, mon bon consul. Et nous ne pouvons pas quadriller toute la ville, vérifier toutes les identités, fouiller tous les chars, emprisonner les étudiants sans risquer de choquer le peuple, prompt à s'enflammer, comme tu viens de le voir. Alors je ne vois qu'une solution. Organiser nous-mêmes un complot. Ce qui nous permettrait de rallier les mécontents, donc de les connaître. Et nous donnerait le moyen, après que César eut échappé à un faux attentat, d'arrêter sans étonner personne le plus grand nombre de suspects. Génial, consul, génial. Mais il faut trouver un meneur, un agitateur habile, un auteur dévotion, évidemment. Et tu n'as pas dans ton entourage quelqu'un d'assez intelligent? Laissez-nous! Bah, mon bon consul, dans mon entourage, il n'y a que des gens de la police. Alors pour trouver quelqu'un d'intelligent... Belle transition, hein. Oui. Alors quelqu'un de très bête. Ce qui pour nous sera aussi bien. Ah ben, on peut... Ces CRS à la protection renforcée sont censés intervenir au milieu de la foule. La réaction de celle-ci est violente. Ils doivent faire demi-tour. La BAC fait un usage sans retenue des lanceurs de balles de défense. Les palets lacrymogènes sont aussitôt renvoyés à l'expéditeur. Le journaliste indépendant de l'agence Taranis, Gaspard Glantz, est interpellé après qu'il a protesté pour avoir été mis en joue par un policier. J'aurai moi-même l'occasion de constater que les journalistes sont désormais dans la ligne de tir. La plupart des fonctionnaires de la BAC sont en noir. Si ce n'était le brassard police,
on les prendrait pour ces Black Blocs dont Christophe Castaner annonçait la venue en masse. D'ailleurs, certains, au mépris des consignes, ne portent pas leur brassard. Avait-il le projet d'infiltrer la manifestation? Et dans quel but? Ce comportement ambigu pose question. Les interpellations se font plus ou moins au hasard et surtout, n'importe comment. Le manifestant poursuivi parvient à s'échapper. Ces interventions mal maîtrisées contribuent à l'ambiance de chaos, ainsi que les brutalités injustifiées auxquelles s'abandonne une nouvelle fois la BAC. Le matin, les manifestants criaient aux forces de l'ordre « Ne vous suicidez pas, rejoignez-nous ». Après une après-midi de tirs de LBD en violation de toutes les consignes d'usage, de grenades de désencerclement et de gaz lacrymogène, les manifestants crient désormais « Suicidez-vous ». Le contexte n'est jamais une excuse, mais l'explication suffit à relativiser la polémique initiée par le ministre de l'Intérieur et quelques belles âmes d'habitude indifférentes à la condition policière. Mais ce que nous demandions à la police, c'était ne vous suicidez plus, rejoignez-nous. Donc vous n'êtes pas forcément objectif dans tout ce que vous montrez à la télé. Tout ce qui s'est passé entre nations et... J'ai vu des gilets jaunes avec un drapeau algérien. Comme ça, le gars, normal, devant les CRS, tu vois. Autant y aller avec un panneau, pétez-moi la gueule. Avec les CRS en face, c'est l'apéro, là. C'est l'happy hour, même. Deux pour le prix d'un, mon pote. Alors l'autre, il était là. Allez, les gilets jaunes, tous avec moi, on y va. Et parmi les gilets jaunes, il y en a certains. Non, non, on est plus raciste que gilets jaunes. Merde-toi. Non, je voulais pas en parler au début, j'ai mis longtemps à me décider parce que je trouve que il me semble que c'est vraiment un mouvement qui émane d'une réelle détresse des gens. Et la plupart des observateurs, que ce soit les politiques, les journalistes et certains de mes collègues, s'accaparent du sujet, surtout pour choper 3 likes de plus. Et je voulais pas profiter de ça. Mais comme ça dure et que tout le monde le fait, je me dis bon, je vais me servir quand même. Donc j'ai pas tout suivi, je sais pas où c'en est, moi je me suis arrêté à l'épisode 6. Là je crois que sur Netflix il y a la saison 2, non je sais plus. Le dernier épisode que j'ai vu c'est celui avec le chariot élévateur. Waouh, les effets spéciaux. Là j'ai trouvé quand même qu'il y avait une faute professionnelle de la part des Gilets jaunes. Ils ont pris un chariot élévateur de chantier, ils ont défoncé la porte du ministère, du porte-parole du gouvernement Benjamin Griveaux, ils ont défoncé 2 bagnoles et ils n'ont pas défoncé Benjamin Griveaux. Faute professionnelle. Alors Benjamin Griveaux a réagi dignement, il a dit en attaquant le ministère, ce n'est pas moi qui les attaque. C'est la maison de tous les Français. Non. Je crois que c'est vraiment ta petite gueule qui voulait se farcir. Ah, mon petit Benji la grivette. Ah, moi je me suis pas senti. Moi je me souviens très bien, à ce moment-là, j'étais chez moi en train de goûter. J'ai vu les images, j'ai fait waouh! Et j'ai repris des pancakes, tu vois. Par contre, le jour où je suis tombé sur le montant de la fraude fiscale, là j'ai eu 100 milliards d'euros. Oh, mais qui m'a mis un truc dans le cul, enfin! Là, plus. Après, il a sorti le Joker, Benji. Il a dit, il s'attaque à la démocratie. Alors, il faut savoir que la démocratie est à l'homme politique ce que les lunettes sont au premier de la classe. Dès qu'il y a bagarre, j'ai des lunettes, j'ai des lunettes, j'ai des lunettes, j'ai des lunettes, j'ai des lunettes. Ah ouais, à un moment, t'as envie de dire, mais des lentilles, connard. Ils ne l'avaient pas montré. Ils ont fait en sorte de couper les cortèges, de nous frapper. Il y avait ce que vous appelez les voltigeurs qui étaient dans les rues, qui nous tapaient à coups de matraque, sans différencier les personnes âgées des personnes jeunes. Donc c'est quand même pas juste ce que vous montrez, vous n'êtes pas des gens objectifs.
Patrick, vous, évidemment, je comprends votre engagement, je comprends votre militantisme, je comprends. Mais Patrick, il y a deux solutions. À chaque fois qu'il y a des images télé montrées le samedi, vous les contestez. Alors vous savez la solution, c'est de ne plus montrer les images. C'est ce que vous souhaitez, Patrick? De ne plus avoir de radio, de télévision, de journalistes sur place, Patrick? Je vous pose franchement la question. Je vais vous répondre franchement, M. Bourdin. Il serait bien que, on va dire, l'ensemble des journalistes, plutôt des productions, retrouvent leur éthique. Retrouvent une éthique et vous soyez objectif, mais plus à la solde d'un gouvernement. Mais Patrick, comment pouvez-vous dire des choses pareilles? Que nous sommes à la solde d'un gouvernement. Je ne comprends pas comment vous pouvez dire des choses pareilles. Je ne comprends pas. Vous savez, moi, ça fait 40 ans que je fais ce métier. On n'a jamais été à la solde de personne. Je ne comprends pas, Patrick. Je vous le dis, je ne comprends pas. Ouais, alors si vous ne comprenez pas, je vais essayer de vous expliquer. On le voit semaine après semaine, il n'est diffusé que ce qui est à l'encontre des Gilets jaunes. Aujourd'hui, qu'est-ce que c'est qu'un gilet jaune? On met ça simplement pour être différencié, simplement pour être vu, mais à la base, je suis un citoyen qui en a marre. J'ai commencé à travailler à 14 ans, j'ai arrêté à 65 ans. Il a fallu que je travaille toute ma vie pour une retraite de misère. Aujourd'hui, Macron nettoie la table, il nous fait tomber les miettes et c'est ce qu'il voudrait nous donner. Et aucun vrai gilet jaune ne lâchera. Vous nous reverrez dans la rue le 1er mai et vous continuerez à diffuser comme vous avez envie de diffuser votre télé de propagande. On est dans la merde en France. On est dans la merde. C'est-à-dire que moi, personnellement, ça va, j'ai gagné du pognon et je le dis tout le temps et j'en ai rien à foutre, je vais me tirer. Mais pour ceux qui sont obligés de rester, c'est vraiment le bordel. C'est vraiment pas bien. Il y a une pyramide sociale où il y a un mec qui est en haut, tout seul, Giscard, on me dirait il y a du vent en ce moment là-haut. Bon. Parce qu'il y a beaucoup de mecs qui veulent sa place. Et plus on descend, plus on est nombreux. Et quand on arrive en bas, on est vraiment dans la merde. Alors moi, ce que je voudrais, c'est qu'on remue la merde de manière à ce que... C'est donc vraiment une histoire de merde, ma candidature. Je voudrais qu'on remue la merde et que l'odeur monte jusqu'au nez des mecs qui dirigent et qu'au lieu d'être tournés vers l'extérieur du pays, ils se tournent un peu vers l'intérieur et qu'ils disent qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'ils ont ceux-là. Ah merde, on leur prend tout leur pognon. Ah oui, il faudrait leur en laisser un peu. Au lieu de le bordel, il ferait mieux d'aller regarder... Ah oui, mais ils peuvent pas avoir des postes là-bas parce qu'il y en a qui ont les qualifications pour le faire. Hein. Parce que c'est notre projet. Je vais vous expliquer. Vous avez l'État, le patron, le syndicat, l'ouvrier, la police qui remet tout dans l'ordre. On ne passe pas. Il y a un barrage de gendarmes mobiles. Quand il y a trop d'ouvriers dans la rue qui gueulent pour trouver du boulot, on leur envoie les polices. Comme ça fait toujours du boulot aux flics. Gaz lacrymogène, le face-à-face est musclé. Parce qu'en France, quand ils veulent du boulot, on leur tape sur la gueule maintenant. On veut bosser, salaud, là. Aïe, pense sur la tête. Aïe, pense sur la tête. Bon alors, voilà. Il y a un certain nombre d'entre nous dont je fais partie qui doivent se demander ce que je viens foutre là. Et surtout, qu'est-ce qu'il va bien pouvoir raconter. Alors en gros, j'en ai aucune idée. Alors vous aussi, vous êtes un déçu du socialisme. Ah ben, je sais pas, moi j'ai jamais été socialiste, mais c'est décevant, ouais, c'est sûr. Pour des socialistes, ça doit être terrible. Mais pas pour vous. Ben moi, ça va, de toute façon, je suis pas moins riche qu'avant, sous l'ancien régime, je m'en fous, c'est pas la question. Mais on a l'impression aussi qu'il y a une espèce de dégoût de la politique. Bah oui, c'est normal, Mais c'est normal, C'est le vôtre aussi. Ah, c'est la dernière fois que les mecs votent, là, c'est sûr. Parce que si tout ce qu'on peut avoir à la place de la droite qu'on a eu pendant 30 ans, c'est ça... C'est la dernière fois qu'ils votent, les mecs, c'est sûr. Alors qu'est-ce qu'il reste? Il reste l'argent. On a l'impression que vous faites un peu vous leur dites, bon, ben, il n'y a plus que le fric, il n'y a plus que ça. Faut se démerder soi, quoi, individuellement. D'autre part, je voudrais que lèvent la main ceux qui viennent que pour la grève. À l'université, il doit bien y en avoir qui viennent que quand il y a grève. Les autres jours, on n'a vraiment rien à y foutre, alors je vois pas ce qu'on viendrait faire là. Mais comment vous les trouvez, là, les étudiants que vous avez rencontrés, là, maintenant? Eh ben, je trouve que c'est une grosse flaque molle dont on ne sait pas bien comment l'attraper. On a l'impression qu'ils n'ont pas d'opinion, ou qu'ils sont tiraillés de tous les côtés, ou alors qu'ils n'ont pas d'opinion. Ce que je vois, c'est que pendant 30 ans, les mecs ont gouverné comme des manches, c'est-à-dire que économiquement, ils nous ont mis dans une merde noire, que les socialistes qu'on a attendus donc de tous nos vœux, de tous nos espoirs, pendant des années, ils font pas mieux, hein. Il y a même des gens qui seraient tentés de dire qu'ils font pire.
Et donc, on sait bien qu'il nous arrivera rien de mieux dans l'avenir, quoi. On a l'impression que l'avenir est complètement bouché, alors. Bah, là, pour l'instant, politiquement, en France, on n'a pas grand monde pour remplacer ce qu'il y a là et ce qu'il y avait avant. Hein. On n'a pas grand-chose. Hein. Moi, ça m'épate de... Je me dis, tiens, mais c'est marrant quand même, les gens qui gouvernent, ils sont pas cons au point de ne pas demander leur avis aux gens que ça concerne. C'est ce qu'ils font. Ils vous demandent pas de votre avis ou vous n'avez pas d'avis? Qui c'est qui a un avis sur ce qu'il faudrait faire? Bon, une autre question? Parlons syndicats. Un endroit où j'ai envie d'aller manifester, voire franchement là pour le coup ils m'ont donné envie de les caillasser, c'est la CGT, parce qu'en plus je sais qu'ils ont un service d'ordre qui est quasiment plus puissant que les forces de l'ordre auxquelles on est, donc on va prendre très cher si on se retrouve face à eux, mais c'est quand même hallucinant que le rôle de la CGT, personne n'en parle, mais là franchement ça me rend fou quoi. Comment est-ce que cette organisation n'a pas appelé à soutenir dès le premier jour le seul mouvement qui a permis d'avoir des avancées sociales depuis des années? Comment est-ce qu'ils n'ont pas dans la foulée appelé une grève générale? Alors, j'ai entendu Martinez qui dit mais on n'est pas assez. Mais qu'est-ce qu'il en sait? Qu'il essaye. Enfin, à un moment, on est face à un moment historique et on a une. Je parle même pas. En fait, je parle de la CGT parce que, la CFDT, le cas est réglé depuis des années. Enfin, c'est plus. Et la Force ouvrière. Mais la CGT, quand même, c'est le dernier pilier de ce qu'on pensait être un monde, quand même, ils sont pires que le Parti communiste en mai 68. Il y a un moment, il faut quand même poser la question, quoi. C'est dire comment ça se fait, quoi. Enfin, franchement, il y a un moment, c'est juste qu'à un moment, il y a une impulsion. Le rapport à la violence que peut provoquer le politique, c'est à un moment quand on se sent à ce point trahi, insulté, etc. Il y a des remontées comme ça qu'il faut comprendre, qui sont évidemment discursives, qu'il faut condamner si elles passent à l'acte, etc. Mais il y a un moment, mais tant mieux parce que on est face à un système qui est tellement violent dans ses mots, dans ses actes, dans son quotidien. On a parlé 15 000 morts à la fois. Moi, je vais le répéter à chaque émission jusqu'à ce qu'on m'arrête, justement. 15 000 morts du chômage chaque année. Là, on compte pas la précarité, l'intérim, etc. C'est vraiment, il y a un moment, il faut quand même se dire qu'est-ce qu'on fait pour faire tomber ce système. C'est faire tomber ce réseau d'influence, d'alliance, de je sais pas quoi, qui nous empêche d'avancer démocratiquement. Qu'est-ce que font les Gilets jaunes? La seule chose que demandent les Gilets jaunes aujourd'hui, c'est un approfondissement démocratique. C'est de se sentir véritablement représentés dans un nouveau système dans lequel leur demande... En fait, c'est là la grande erreur, je pense, politique de Macron. Il n'a pas compris que d'abord, il fallait qu'il y ait une relégitimation du pouvoir politique dans ce pays pour ensuite que ce nouveau pouvoir politique décide de ce qui est bon pour le bien commun. Il ne s'est pas rendu compte à quel point il y avait un procès en illégitimité qui lui était fait, qui était en partie légitime et que sans réponse à ce sujet, il y aurait potentiellement un effondrement systémique. Et c'est là où j'en reviens à cette crainte de se prendre un mur dans la gueule. S'il y a un effondrement systémique, si Macron n'a pas le courage à un moment de se départir de ses intérêts et de se rendre compte qu'il doit changer le système qu'il a consacré, eh bien, on va droit dans le mur parce que dans un effondrement non contrôlé, c'est évidemment le parti de l'ordre qui reprend le pouvoir. C'est pas la France insoumise avec sa sincérité, ses 500 000 adhérents, ses 7 millions de votes qui vont être en capacité de prendre cet espace et de rendre le pouvoir au peuple. On va se faire écraser. Alors que si on arrive justement à obtenir, à travers une guérilla républicaine, à travers une pression qui augmente sur le pouvoir de façon beaucoup plus importante aujourd'hui, la pression, une paralysie de l'appareil parlementaire, par exemple, dès à présent, même si je sais qu'à 17 c'est très compliqué, on va pouvoir peut-être essayer de provoquer un processus constituant, ou en tout cas forcer justement le pouvoir à se poser la question, qui nous sortira de l'ornière. C'est évidemment facile d'en parler, beaucoup plus difficile de le mettre en œuvre. J'essaie pas de donner des leçons quoi que ce soit, parce qu'encore une fois, la cible aujourd'hui, ce n'est pas la France insoumise, ce n'est pas la gauche, c'est les organisations qui trahissent complètement, comme la CGT. Vraiment, je veux que ce stigmate social s'applique sur eux. Je veux qu'à un moment, la tutelle politique, alors que les militants cégétistes sont impliqués dans le mouvement, essaient de se battre, je veux qu'il y ait un procès symbolique qui soit mené contre ces dirigeants qui sont trop confortablement installés politiquement aujourd'hui dans l'existant. Je vous ai compris. Citoyens, vous voulez que les impôts baissent, qu'il y ait du travail pour tous, que l'inflation soit stoppée. Nous ne pouvons rien faire pour le moment, mais dès que nous le pourrons, nous ferons le double. Tout ça, c'est des belles promesses, mais nous, ce qu'on veut, c'est des garanties. Il commence à me faire chier. Bonjour Marie Colombani. Bonsoir Roselyne.
Alors le mouvement des Gilets jaunes est-il en train d'agoniser et surtout de se vider de sa substance initiale ? Ce mouvement avait démarré sur un ras-le-bol fiscal. Il s'est très vite transformé en colère sociale et en affrontement violent, laissant un pouvoir tétanisé, obligé d'écouter et de réagir. Les annonces et un grand débat ont petit à petit apaisé les esprits. Cet effet défouloir va-t-il être payant ? Les Français se sont exprimés et ils en avaient visiblement très envie et grand besoin. Alors aujourd'hui, des gilets jaunes qui persistent, ils ne persistent dans le fond qu'une colère brute, parfois irrationnelle, d'où a émergé un goût pour la violence, l'antisémitisme, le racisme, le complotisme, bref, tout ce qu'il y a de pire chez l'homme. Peut-on encore parler de gilets jaunes, d'un mouvement des gilets jaunes ? Oui, mais c'est quoi aujourd'hui ce mouvement ? Qu'est-ce qu'il est devenu ? Est-ce que c'est dans le fond devenu une espèce d'écurie de branquignoles qui aiment la voltige ? Non mais c'est vrai. Non mais attendez. Non. Alors, il y a un moment, quantitativement, quand on les écoute aujourd'hui, c'est pas très rationnel. Je pense qu'il ne faut pas regarder. Bonjour. Est-ce que vous avez essayé de vous renseigner sur les petits enfants que vous avez à toucher ? Est-ce que vous savez ce qu'ils sont devenus ? Vous avez eu des mauvaises pensées, je crois qu'on peut les qualifier de mauvaises pensées, et vous avez agi sur eux, c'est quelque chose, bon, c'est interdit, on vous en tient pas rigueur. Tu as perdu, Karl Miller. Il disait, tout commence en mystique et finit en politique. Et malheureusement, c'est d'ailleurs ce qui est en train de se passer. Mais là, avec vous, tout commence en mystique et finit en économique. C'est-à-dire, et finit en pouvoir d'achat. Non, ça n'est pas le seul horizon de la vie humaine. Non mais ça Elisabeth, ne peut pas vous l'être. dites ça parce que vous avez le ventre plein. Moi, j'ai de l'empathie pour les gens qui ont le ventre vide. Écoutez, je vous jure, Elisabeth, je n'exagère pas. Non, je ne peux pas entendre ce genre d'argument. Donc arrêtons. Pourquoi je paye votre université tant qu'il y a des gens qui ont le ventre vide ? Mais attendez, je parle pas à de ce moi. moment-là. Je parle pas, moi je suis comme vous, j'ai le ventre plein. Mais ce que je vois toutes les semaines depuis 5 mois, je le vois toutes les semaines sur chaque rond-point, je vois des gens qui m'expliquent leur vie. Je ne comprends pas comment ils font pour vivre. Ils vivent avec 800 € par mois. Je sais pas si vous pouvez vivre avec 800 €. Non, moi, je ne peux pas vivre avec 800 €, mais il y a 46% du... Elisabeth, il y en a plein qui vivent. Il y en a plein. D'accord, donc on arrête l'école. Alors arrêtons l'école. Mais pourquoi Parce que vous avez l'air de considérer que la culture, c'est un petit supplément d'âme, si vous voulez que... C'est du luxe pour ceux qui crèvent de faim. Non, ça n'est pas du luxe. Si vous voulez, ceux qui crèvent de faim continueront à crever de faim s'ils ne s'élèvent pas par l'éducation, s'ils ne s'élèvent pas par la culture. Oui, mais c'est quelque chose d'indécent de récupérer des milliards. Non, ça n'est pas indécent. Ce qui est indécent, si vous voulez, c'est de dire que c'est que des pierres. Non, ce qui est indécent... Non, mais j'exagère quand je dis que c'est des pierres, mais c'est pour vous, justement, pour vous réveiller, parce qu'il y a quelque chose, un problème. Non, mais moi, nous arrivons vous à n'allez pas me mobiliser. réveiller, vous allez m'encolérer. Peut-être que c'est ça qui fait l'attrait d'une discussion, c'est-à-dire qu'on n'est vraiment pas d'accord. Quand vous trouvez des milliards en 24 heures, comme s'il y avait de l'argent partout, en fait, qu'il suffisait de se baisser pour le trouver, pour restaurer un tas de pierres qui vient de brûler, j'exagère exprès, ok, quand vous crevez de faim, vous pouvez vous dire, à mon avis, enfin, moi j'ai de l'empathie pour les gens qui se disent... Je n'ai pas dit que je n'avais pas d'empathie. Pour nous, il n'y a pas de pognon, et pour eux, pour leur luxe, pour leur petit plaisir de culture, il y en a... Eh ben, ils trouvent ça pas juste. Moi, j'ai de l'empathie et du respect pour eux. Ils ont envie de participer à la décision politique de ce refinancement. Alors ça, c'est une autre question. On n'est pas d'accord là-dessus, mais je peux l'entendre. En revanche, si vous voulez, moi j'ai de l'empathie et du respect pour les gens qui, je ne crois pas qu'ils meurent de faim. Non, ils ne meurent pas de faim. Moi, ils souffrent de faim. Qui souffrent, non pas de faim, qui souffrent de... Non, le 15, le frigo est vide. Écoutez, ça c'est vos mots, laissez-moi... Étienne, laissez-moi employer mes mots, s'il vous plaît. Signale... Laissez-moi avoir mon regard sur ce que je vois. Je ne pense pas, effectivement, que nous soyons dans un pays où les gens meurent de faim dans leur ensemble. Et même massivement. D'accord, on n'est pas d'accord. Vous verrez des gens dont vous n'imaginez pas la pauvreté. Mais d'accord, mais on n'est pas d'accord. Mais par ailleurs, je pense réellement... ça, les gilets jaunes. Vous insultez les gens. Mais pas du tout. Pour moi, non mais... Alors moi, je l'entends comme une insulte, si vous voulez, quand vous semblez dire on doit choisir. Excusez-moi, si la France existe, je veux dire, aujourd'hui la France existe, c'est aussi parce que des gens ont transmis des choses qu'ils pensaient plus grandes qu'eux. Et donc, je veux dire, autant si vous voulez, quand on arrive à Notre-Dame des touristes, je trouve ça écœurant, et là-dessus, on va se rejoindre. Si vous voulez, là vraiment, je me suis atterré. Autant, si vous voulez, dans cet élan populaire, et y compris... Bon,
veux dire, bien sûr qu'ils veulent se faire de la pub, tous ces riches, mais y compris de la part de ceux-là, si vous voulez. Je veux dire, ça n'est pas la même chose de faire du mécénat en quelque sorte, et je veux dire, ils injectent de l'argent dans l'économie. Ouais, l'argent qu'ils nous ont volé. Ils injectent de l'argent qu'ils nous ont volé. Enfin, ils font ça depuis des siècles, ça va bien. Non mais quoi. Écoutez, et par ailleurs, j'aimerais que vous me disiez... Ils te volent des milliards et ils te donnent des millions. J'aimerais que vous me disiez... c'est pas non mais assez, arrêtez de faire non, croire c'est pas aux gens assez. que si... Non mais d'accord, mettons Bernard Arnault et Pinot, exproprions-les. Je veux dire, prenons-leur tout ce qu'ils ont fait et vous verrez si le résultat va améliorer le sort de qui que ce soit. Parce que pour commencer, vous allez changer beaucoup de choses. Parce que pour commencer, ce que vous allez faire, si vous voulez, c'est que vous allez déjà non seulement perdre les emplois de leur groupe, si vous voulez, mais perdre le prestige. Parce que contrairement à ce que vous croyez, des entreprises ne se dirigent pas avec juste... Mais regardez, Carlos Ghosn est parti, la boîte tourne, il n'y a pas besoin des patrons. On n'a pas besoin de ces gens-là. Parce que vous croyez qu'à Renault, il n'y a plus de patrons. Mais non, les patrons, vous savez pourquoi ils les payent. Depuis Carlos Ghosn ils les payent si cher, les patrons? C'est parce qu'ils font le sale boulot de licencier pour gaver les actionnaires. Étienne, c'est pas possible. Vous êtes complètement... c'est ça le problème. Vous avez une vision du monde, si vous voulez, qui est même pas bourdieusienne, qui est complètement... Si vous voulez, il y a des bons et des méchants. Mais oui. Allez! Mais oui! Mais oui, il y a des bons et des méchants, tout le monde se voit pas. Droite, les bons. Mais écoutez, ça, c'est du fascisme. Mais comment c'est du totalitarisme. De diviser le monde entre les bons et les méchants. Non, c'est moi qui utilise moi, vous me faites peur quand vous me dites les salariés, les patrons. Oui, quand vous dites les patrons qui volent le salarié. Je vais vous dire pourquoi vous me faites peur. C'est l'extorsion de la plus-value, c'est marxiste, c'est pas fasciste. Vous me faites peur, je vais vous dire pourquoi. Parce que des gens beaucoup moins cultivés que vous entendent cela, d'accord? Ils n'ont pas lu Marx, d'accord? Et qu'est-ce qu'ils pensent? Vous avez peur qu'ils tempêtent. Vous faites bien d'avoir peur parce que c'est incroyable qu'ils soient aussi gentils. Si vous voulez que ça leur donne le droit d'aller tout casser, que ça leur donne tout casser, mais de protester contre la rapide. Quand on me vole, ça me donne d'autres droits. Je veux dire, vous ne pouvez. Le désaccord politique n'est pas, je veux dire, une affaire de criminels et de vertueux. Vous n'êtes pas le vertueux qui juge les crimes des autres. Ça n'est pas possible. Je peux avoir mon avis sur la façon dont les riches deviennent riches. On arrive au bout de ce premier débat. On arrive au bout de ce premier débat. Ce que je veux dire, c'est que je suis assez d'accord quand vous dites les menaces contre la liberté d'expression viennent d'en bas, des communautés qui veulent pas qu'on se moque d'elles. Vous trouvez que la liberté de ne pas aimer une religion, c'est très important. Mais quand BHL me traite d'antisémite, même si j'étais antisémite, ce qui est évidemment pas le cas, mais même si j'étais antisémite, je devrais avoir le droit d'être antisémite. De la même manière que je devrais avoir le droit d'être islamophobe ou judaophobe ou christianophobe. Excusez-moi, là je vais quand même... L'antisémitisme, ce qu'on appelle l'antisémitisme, ça n'est pas la critique du judaïsme, c'est la haine des juifs. Or, précisément... Personne n'a de haine des juifs. Ah bon alors, excusez-moi. Mais vous en connaissez beaucoup ça. Excusez-moi, je crois que je devrais vous emmener faire un petit tour en Seine-Saint-Denis et puis je vais vous expliquer. Mais bon, on va peut-être pas ouvrir ce front-là maintenant, mais là, vous charriez grave, comme disent les jeunes, mais bon, dans les gens que je connais, et j'en connais beaucoup, des jeunes, j'en vois circuler, j'ai des classes, moi, ça fait 35 ans que j'ai des classes, et de haine des juifs. Non, donc les juifs sont partis, si vous voulez, parce qu'ils sont tous fous, parce qu'ils sont tous dingues. Non, mais il y a sûrement des gens qui haïssent les juifs, comme il y a sûrement qui haïssent des catholiques. Combien de juifs ont été tués en France, excusez-moi, combien de juifs ont été tués en France depuis que Mohamed Merah est rentré? Non mais, je sais pas. Je veux dire, par temps de paix, excusez-moi pour... De ce que je vis, ça me paraît... Peu importe, c'est pas le sujet, mais vous, en revanche, je veux dire, je vous l'ai dit dès la première émission. Moi, je fais même pas la différence entre les juifs et les autres. Pour moi, je voudrais aimer ou critiquer librement les personnes qui se disent juifs comme si c'était des êtres humains. Pour moi, il y a un truc qui m'intéresse. Comme je vois que le temps passe, je voudrais quand même vous poser, parce qu'on a dit que on acceptait des limites à la liberté d'expression. Oui. Et moi, par exemple, je pense que interdire l'expression de la haine raciale, ou de la haine antisémite, ou de la haine des pêcheurs à la ligne du reste, ou des coiffeurs, me semble être une bonne chose. Ou homosexuels, tout ce que vous voulez. En revanche, donc ça... Il n'y a manifestement pas d'interdiction aujourd'hui de l'islamophobie, par exemple, ou de la christianophobie. Non, je suis désolé. C'est pas interdit, je veux dire. Je suis désolé, ça c'est le droit à la caricature. Non, mais ça c'est... Ouais, ça vous choque? Non, parce que c'est de l'incitation à la haine. Je ne parle ni d'islamophobie. L'islamophobie, c'est quand même une histoire qu'on nous raconte, si vous voulez, pour nous empêcher de pouvoir critiquer l'islam et ses expressions déplaisantes. Mais je vous assure, comme on n'aura pas le temps de tout traiter, je vous propose simplement de revenir à votre cas, c'est-à-dire au fait qu'on veut vous interdire de parler, et moi, je suis là en partie. Précisément parce que j'aime la liberté et parce que, je veux dire, nous avons des désaccords, mais
quels que soient ces désaccords, je suis là parce que si vous étiez antisémite ou si je vous considérais comme antisémite, moi je ne parlerai pas avec vous. Et si vous étiez, et si vous étiez, pas aimer une religion, c'est très important. Vous devriez pouvoir. Mais parce que c'est pas la même chose. Vous n'avez pas l'air de comprendre la différence entre la critique d'une religion et la haine, l'antisémitisme. Chez les nazis, si vous voulez, il n'y avait pas de. Non mais quand j'essaye juste de, je parle. Je vous assure, j'essaye pas de faire de comparaison. Quand on parle de l'antisémitisme, on ne parle pas de la critique d'une religion. Les gens qui nous parlent d'islamophobie essayent d'assimiler toute critique de l'islam à la haine des musulmans. Voilà ce qui se passe. C'est-à-dire que quand on dit, je veux dire que, effectivement, je suis désolé. On puisse le sentir. Enfin, quand on voit les couvertures de tous ces journaux qui sont, à mon avis, littéralement islamophobes. Dont le mien, moi j'ai fait beaucoup de. Eh bien, moi j'estime de se mettre à la place des musulmans en y voyant de la haine. Non, on peut peut-être aussi dire aux musulmans que l'une des grandeurs de l'Europe, c'est la capacité de revenir sur soi, la capacité d'autocritique, la capacité d'entendre des choses qui vous blessent. Et vous n'avez pas l'impression qu'il y a 2 poids, 2 mesures là ? Non, je ne crois pas en l'occurrence. Je crois au contraire, si vous voulez, que les 2 poids 2 mesures, jusqu'à preuve du contraire, les seuls qui aient pris les armes, si vous voulez, parce qu'on avait fait des dessins de leurs prophètes, à ma connaissance, si vous voulez, ce sont des musulmans fanatiques. Ce ne sont pas des juifs fanatiques, ce ne sont pas des catholiques fanatiques. Nous avons aujourd'hui un problème d'acculturation. Oui, mais je voudrais quand même qu'on arrive à traiter votre sujet qui est plus intéressant, qui est quelle limite à la liberté d'expression. Et j'allais vous dire quelque chose avec lequel vous alliez être d'accord. C'est que, par exemple, moi, je pense que le négationnisme cache effectivement la haine des Juifs. Néanmoins, bah oui, je le pense. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui le pensent, du reste, mais peu importe, c'est pas mais je le pense et j'en suis même convaincu. Néanmoins, je suis très contre la loi Guesso, c'est-à-dire que je pense qu'il faut répondre avec des arguments, je pense qu'il faut aller aussi loin qu'on peut dans la liberté. Et je suis pour l'engueulade civilisée ou pas. Maintenant, je n'aurais pas eu une engueulade civilisée avec Forisson, car nous n'avons pas de monde commun, nous n'avons pas de récit commun. Si vous voulez, le type nie une histoire absolument, documentée par les historiens, néanmoins, sur le principe, je pense, effectivement... Vous seriez capable d'avoir ce débat? Ah non, mais non, j'en serais capable. Mais je n'en ai aucune envie. Je suis désolé, il faut... je comprends ça. Mais il faut un récit commun. Il me semble que l'idée même de la démocratie au sens réel du terme, c'est de créer des institutions qui nous obligent à parler pour ne pas nous battre, qui nous obligent à parler avec les gens avec qui on n'a pas envie de parler. La question de l'esprit critique, c'est quels sont les faits, quelle est la vérité. Cherchons d'abord la vérité avant de faire des jugements moraux. Or, là, je serais probablement d'accord avec Elisabeth Lévy, ce qui domine dans notre culture, c'est cette espèce de fausse morale qui fait que les faits n'ont pas d'importance. On juge en fonction de la morale. Alors, aussi la culpabilité, tout suit de ça, la suppression de la liberté d'expression, la culpabilité par association pour Étienne et, comment dirais-je, le type qui le député. Non, le député qui est. Comment? Le député de la France Insoumise qui est. Ah oui, Ruffin. Ruffin, c'est ça, oui. Son nom m'échappait à l'instant. Par association mais avec. Je vais pas lancer dans une trop grande tirade, mais tu vois, tu as dit que la liberté d'expression se restreint. Moi, je suis pas vraiment d'accord parce que je pense que des lois comme la loi Guesson mettons de côté, mais la loi Pleven de 72 qui réprime l'incitation à la haine, parce que précisément la notion d'incitation à la haine est tellement vague. Qu'est-ce que c'est que la haine exactement? Et que la grande erreur, c'est qu'on a donné aux associations qui s'autoproclament antiracistes le droit de poursuivre ou d'initier des poursuites. On ne laisse pas ça au parquet. Le parquet, il dirait, il a autre chose à faire, il y a des cambriolages, il y a toutes sortes d'autres problèmes, des émeutes, des gilets jaunes. Enfin, il aurait d'autres chats à fouetter que d'aller poursuivre des gens. Il a des gilets jaunes à fouetter en ce moment. Oui, c'est ça, mais il a d'autres chats à fouetter. On a même les textes. Hein. Il a d'autres chats à fouetter. Et les directives oui, mais je ne veux pas défendre le parquet, mais certainement il a d'autres choses à faire que d'aller chercher une phrase de Ciné ou des trucs, ou de Mermet ou de Morin, etc. Mais les associations, et là, ça c'est une chose qu'Elisabeth Lévy, évidemment, n'aurait pas voulu entendre, n'aurait pas voulu dire, c'est que quand elle dit que la répression vient d'en bas, elle a raison, mais en bas, tout le monde n'est pas égal. Tout le monde n'est pas égal. Quand Oriana Fallaci, je vais donner cet exemple, qui est une polémiste italienne qui maintenant est morte, mais avait écrit La rage et l'orgueil, qui était un livre évidemment très
on va dire islamophobe pour simplifier, mais bon, dans ce livre, elle dit les musulmans se multiplient comme des rats. Elle dit ça. Elle a fait la première page de l'Express, ou je ne sais plus si c'est l'Express ou Le Point, un des deux, la femme qui ose défier l'islam. Mais si pour un groupe juif religieux qui fait beaucoup d'enfants, vous dites ces gens se multiplient comme des rats, vous ne ferez pas la couverture de Rivarol. Et le problème, c'est deux poids, deux mesures constants. Je pourrais donner beaucoup d'exemples. Mais c'est vrai que tous les news magazines, quand on regarde la plupart des news magazines français, c'est vrai que l'islam, les unes sur l'islam, ça fait vendre probablement, mais il y a énormément de unes qui sont hostiles à l'islam. L'islam radical, qui sont les barbus, enquête au cœur de l'islam, le salafisme, etc. C'est vrai que... Oui, mais les fils d'Allah, ça c'est le mot qu'utilise Oriana Fallaci, c'est pas les djihadistes, les fils d'Allah, c'est des gens qui sont musulmans. Il y a 1,5 milliard. Bon, alors, sur le djihadisme, je voudrais quand même faire une remarque. S'il y a 0,1% de fanatiques dans un groupe, je pense que c'est pas beaucoup. Mais sur 1,5 milliard de gens, de musulmans, bon, à peu près 1 milliard, 1,5 milliard, ça fait 1 million de fanatiques. 1,5 million de fanatiques, ça peut faire beaucoup de mal. Et donc, ça donne évidemment un peu l'ordre de grandeur de tous ces groupes djihadistes fanatiques qui existent. L'immense majorité des musulmans, même quand ils sont bigots, il y en a qui sont très bigots, mais il faut distinguer la bigoterie et le fanatisme. Les gens qui sont bigots, mais ils ne font pas de mal à une mouche. Ça a été la même chose chez les catholiques. Et donc, c'est une chose qu'il faut... Mais, par exemple, je voudrais encore citer juste un petit texte. Bon, je ne vais pas dire l'auteur tout de suite, mais je vais donner le texte d'abord. Si l'on regarde une carte du monde en allant vers l'Est, au-delà des frontières de l'Europe, c'est-à-dire de la Grèce, le monde démocratique s'arrête. Donc l'Inde, on en trouve juste un petit confetti avancé au Moyen-Orient, c'est l'État d'Israël. Après, plus rien jusqu'au Japon. Entre Tel Aviv et Tokyo, règnent des pouvoirs arbitraires dont la seule manière de se maintenir et d'entretenir, chez des populations illettrées à 80%, une haine farouche de l'Occident en tant qu'il est constitué de démocratie. Philippe Val. Bravo. Mais d'ailleurs, c'est cité à l'époque par le plan B qui a disparu. D'abord, évidemment, il y avait les 3 pays au monde où il y avait plus de 80% n'étaient pas situés entre Tel Aviv et Tokyo. Mais c'est quand même extraordinaire. Je veux dire, ça, c'est évidemment, on m'a dit, c'est pas raciste. Alors, j'ai cité ça dans un débat, on m'a dit, c'est pas raciste. Non, c'est pas raciste. C'est l'incitation à la haine je l'appelais la haine anti-tiers-monde. C'est-à-dire, tous ces pays qui nous sont hostiles, bien que l'Inde, je sais pas s'ils nous sont hostiles, mais tous ces pays, par définition, nous sont hostiles, parce que ce sont des pays non alignés, sont des pays du tiers-monde, sont des pays pauvres, etc. Et ces gens-là sont des fanatiques qui nous détestent, non pas pour le colonialisme, non pas pour l'impérialisme, non pas pour les guerres, non pas pour le pillage des ressources, rien. Parce que nous sommes des démocraties. Je veux dire, c'est délirant. D'accord ? Et c'est pour ça que je ne suis pas d'accord pour dire qu'il n'y a pas de liberté d'expression, parce que pour lui, il y a une liberté d'expression totale, il n'y aura jamais de poursuite. Pour Oriana Fallaci, il n'y a pas de liberté, il y a une liberté d'expression totale. Et il y en a aussi, je sais pas, je vais encore donner un exemple d'un auteur que Elisabeth Lévy aime bien, mais malheureusement elle n'est pas là, c'est notre ami Finkielkraut. Il dit, je suis né à Paris, je suis fils d'immigrants polonais, mon père a été déporté, etc., il est rentré d'Auschwitz en France. Alors il dit une phrase que je trouve extraordinaire, il dit, ce pays, donc la France, mérite notre haine. Ce qu'il a fait à mes parents était beaucoup plus brutal que ce qu'il a fait aux Africains. Qu'a-t-il fait aux Africains ? Il n'a fait que du bien. Bon, alors il a été attaqué là-dessus. D'abord dire qu'il n'a fait que du bien, même si on dit que le colonialisme a un bilan globalement positif, que du bien, ça veut dire qu'il n'y a même pas eu une petite ratonnade, pas un petit massacre, rien du tout, pas un dommage collatéral. Ça, déjà, l'expression est absurde. Je veux dire, la liberté d'expression est totale pour Finkielkraut. Évidemment. Et alors, ce qui m'énerve aussi chez lui, c'est un philosophe. Mais qu'est-ce que ça veut dire, ce pays ? Et ça, c'est un des trucs qui est central dans ce que j'appelle la religion de l'Holocauste. C'est ce pays mérite notre haine. C'est quoi ce pays ? C'est les collaborateurs à l'époque, les collaborateurs allemands à l'époque. C'est l'ensemble des Français de l'époque. C'est l'ensemble des Français pour les siècles des siècles. C'est quoi ? Le pays, c'est une abstraction. Un pays ne peut pas aimer ou ne pas aimer un pays. On aime des gens et donc les habitants du pays. Est-ce que les habitants de ce pays doivent payer ou porter la culpabilité de l'Holocauste pour les siècles des siècles, ce qui est implicite dans ce genre de proposition et qui est en pratique évidemment utilisé par tous les spécialistes de la mémoire. Mais vous savez que c'est un débat qui est toujours présent en France, notamment sur Vichy. Alors il y a des présidents jusqu'à Mitterrand, etc. Et puis c'est Chirac ensuite qui a reconnu la responsabilité de la France. Il disait jusqu'à présent, on disait la France c'était pas Vichy, et puis bon, c'est devenu Vichy. Qu'est-ce que vous pensez de ça ? Est-ce que la France, justement, est-ce qu'on peut à un moment regarder cette histoire de France bien en face, dans les yeux,
la confronter au réel, ou est-ce qu'il y a des lignes de fracture, il y a des lignes qu'on ne peut pas franchir. Non, mais attendez, c'est ça la question. La question de savoir ce que ça veut dire la France. Ce qu'il faudrait, c'est que Jean lise l'article 1 et l'article 2 de l'édit de Nantes. C'est remarquable. Il faut prendre le temps de le lire lentement. Oui, je vais le lire. On va remonter jusqu'à Henri IV. Mais oui, non, mais tu vois, parce que c'est exemplaire. Nous devrions faire ça aujourd'hui. C'est-à-dire que si on rabâche sans arrêt les horreurs que les uns ont fait aux autres, on n'arrive pas à se pacifier. C'est comme la vendetta, quoi. Oui, mais le problème, si tu veux, il faudrait lire le texte de la. Non, mais déjà sur cette question, quand même, parce que c'est quand même intéressant. Oui, mais je vais répondre. C'est très intéressant ce que Mitterrand a dit, parce que dans une interview à la fin de sa vie, on lui a dit, oui, mais il voudrait que vous reconnaissiez que Vichy, c'était la France. Il a dit, Vichy, c'est pas la France. Et ça, il avait quand même resté, même si j'aime beaucoup, pas du tout Mitterrand. Il a toujours été constant là-dessus. Il restait ce degré, ce petit truc de dignité française, et il a dit, c'est pas la France. Et alors, on lui a dit, mais que feront vos successeurs? Il dit, ils feront ce qu'ils voudront. Et alors, mais la revendication continuera. Il dit, peut-être pendant 100 ans. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça ne sert qu'à entretenir la haine. Et là, il a tout à fait raison. En Belgique, on a des villes qui se sont excusées, Liège, Anvers, etc., pour ce qu'elles avaient fait pendant la guerre. Mais les villes n'ont rien fait pendant la guerre. Les villes, c'est des abstractions. C'est l'administration communale de l'époque, dont tous les gens sont morts, dont les partis ont disparu, ont changé, etc. Et donc, c'est très facile aussi, pour moi, de dire « Oh, je suis vraiment désolé de ce que la ville de Bruxelles a fait. » Mais moi, c'est hypocrite, c'est rien du tout. C'est vraiment comme, je sais pas, c'est vraiment le remplacement du christianisme. On va payer, d'abord, on va aussi dire que les Juifs étaient un peu déicides. À l'époque où l'Église a commencé à céder là-dessus, bon, il y avait raison d'abandonner cette absurdité. On a commencé à avoir la culpabilité collective pour l'Holocauste. Et alors, évidemment, on prier pour nos péchés, Jésus est mort sur la croix pour nos péchés, des trucs, on se demande où il y a une temporalité historique là-dedans. Et tout ce genre d'absurdité qu'il y avait dans la religion a été transféré sur la culpabilité collective. Bon, mais je vais citer les articles, donc c'est Henri IV. C'est les interdits moraux, en fait. Oui, mais ça fait une pression, ça crée une pression, parce qu'alors, évidemment, c'est ça ce qui légitime. S'il n'y avait pas tout ce schéma mental, quand BHL traite de choix d'antisémite, il y aurait des hurlements dans la salle. Si quelqu'un faisait une pièce et traitait Elisabeth Lévy ou Finkielkraut d'islamophobe, il y aurait des hurlements dans la salle, parce que c'est pas pareil. Mais antisémite, ça va ancrer. Si on accuse quelqu'un d'antisémite, les 3 principes que je donne, 1, quelle est la définition, 2, quelles sont les preuves, 3, où sont les droits de la défense, ne s'appliquent pas à aucun des 3. Parce que la définition n'existe pas. Je veux dire, bon, je vais donner les articles de l'édit de Nantes. Donc, l'édit de Nantes, c'est tout à fait remarquable. Il reconnaissait des droits aux protestants. Henri IV, après les guerres de religion, pour mettre fin à la religion. Mais alors, évidemment, l'enchaînement des rancunes. Ce qui est plus connu, c'est la révocation de l'édit de Nantes par Louis XIV en 1685, qui a alors entraîné des exactions. Oui. Mais alors, ce qu'il disait, premièrement, Henri IV, que la mémoire de toutes choses passées d'une part et d'autre, depuis le commencement du mois de mars 1585, jusqu'à notre événement à la Couronne et durant les autres troubles précédents et à leur occasion, demeura éteinte et assoupie comme de choses non advenues. Donc, les trucs sont même toutes pas les guerres de religion, et ne sera loisible ni permis à nos procureurs généraux, ni autres personnes quelconques, publiques ni privées, en quelque temps, ni pour quelque occasion que ce soit, en faire mention, procès ou poursuite, en aucune cour ou juridiction que ce soit. Donc c'est l'inverse exact de la loi Guesson. On ne veut plus entendre parler des guerres de religion, on veut éteindre le feu. Le truc de la haie, le devoir de mémoire, non. C'est le contraire du devoir de mémoire. C'est exactement ça le contraire. Maintenant, ici, si vous me parlez encore de l'Holocauste, vous allez en prison, quoi. C'est fini, vous ne me faites plus chier avec ça. C'est l'exact opposé de ce qu'on fait maintenant, ou avec le colonialisme, ou tout ce que vous voulez. Article 2, défendant à tous nos sujets de quelque état et qualité qu'ils soient, d'en renouveler la mémoire, s'attaquer, ressentir, injurier, ni provoquer l'un l'autre par reproche de ce qui s'est passé. Donc, vous pouvez pas dire ah, mais toi, sale blanc, t'es un colonialiste. Vous pouvez pas dire non, mais vous êtes antisémite. Il y a une entreprise de pacification de force, de force par Henri IV en disant arrêtez de vous disputer, je vous interdis de vous disputer. Ça s'appelle un pays, normalement. Oui, pour refaire la société. Pour quelque cause et prétexte que ce soit, en disputer, contester, quereller, ni s'outrager ou s'offenser de fait ou de parole. Donc, mais se contenter de vivre paisiblement ensemble comme frères, amis et concitoyens, sur peine aux contrevenants d'être punis comme infracteurs de paix et perturbateurs du repos public. Prochain spectacle de BHL, hop, on envoie la gendarmerie, le type est en prison, perturbateur de l'ordre public. Incitation à la haine. Parce que ça, c'est aussi... C'est de l'incitation à la haine. C'est l'incitation à la haine de Chouard. Mais seulement, Chouard n'est pas une race, donc ça va. Et c'est la même chose avec toutes les autres citations que je vous ai données. Je veux dire,
chaque fois, il y a ce truc qui est extrêmement irritant. Il faut rappeler que Ciné, il faut pas. Je vais terminer avec l'exemple de Ciné. Ciné a repris une information qui avait été donnée par un type de la LICRA dans Libération, qui était fausse apparemment, mais comme quand le fils de Sarkozy allait épouser une héritière de Darty, et pour cela se convertir à la religion juive. Et il avait rajouté, il fera du chemin, ce petit. Et c'est tout ce qu'il a dit. Ouais. Il a repris l'article de Libé, il a dit, il fera du chemin dans la vie, ce petit. Chassé Charlie Hebdo, traîné au tribunal pendant des années, il a fini par gagner. Heureusement, les cours sont plus raisonnables que les associations antiracistes, ça c'est vrai. Mais n'empêche, ça lui a pourri la vie pendant tout un temps. Et évidemment, c'est très dissuasif, parce que moi, l'argent, j'ai pas les relations qu'il a, si le petit Jean Bricmont se fait traîner au tribunal, etc., il n'y aura pas de mobilisation comme il y a eu pour Ciné, etc. Et donc, je dois faire attention à ce que je dis, beaucoup plus que comment dirais-je, pour ça que Ciné. Moi, je peux témoigner en tout cas, parce que j'ai vécu cette histoire, forcément, puisque je m'occupais d'un journal et je m'en occupe toujours, Lyon Capital. Et c'est vrai que quand je regarde les journalistes, je peux témoigner de ça, pour rechanger de millénaire, comme dit Geneviève Visantin, que les gens, chaque fois, surtout les journalistes, se déterminent par rapport à ce qu'on pourrait penser d'eux par rapport à quelque chose qui est un interdit moral, pas simplement parce qu'ils sont pénétrés du fait que c'est mal, ou que c'est horrible, ou que la personne a dit quelque chose. Donc c'est vraiment de la souffrance par contamination, et c'est une espèce de catharsis vraiment collective que font tous les journalistes, ou tous les bien-pensants, en disant « Ah, je lui parle pas », même si je suis convaincu à titre personnel que c'est un type bien, qu'il n'est pas comme ça, je lui parle pas parce que si je lui parle, je vais être contaminé, et après je vais contaminer tout le monde. Et je pense, en fait, c'est de l'égoïsme, de l'égocentrisme. Donc je dis ça par rapport aux institutions et à l'individu aussi. Mais moi, je peux donner mon expérience personnelle. Bon, j'aime pas beaucoup faire dans la pleurniche, mais déjà avant 2014, je veux dire pourquoi 2014, c'est la publication de ce livre, mais avant cela, il m'était déjà arrivé d'avoir eu des séminaires, y compris en physique, annulés à la dernière minute parce que je défendais la liberté d'expression de gens infréquentables, peu importe, comment ça m'est égal. Ce qui m'intéresse, c'est de savoir s'ils sont poursuivis pour délit d'opinion ou pas. Après ce qu'ils disent, je m'en fiche. Donc, j'avais signé une pétition pour Renoir, qui était un néo-nazi. Bon, rien à voir avec lui, mais il a été mis en prison pendant 1 an, mais pas les gens en prison pendant 1 an pour délit d'opinion. Donc voilà. Et donc, on m'a supprimé les séminaires, etc. Mais il n'y avait pas grand-chose. Mais quand il y a eu la sortie du livre, j'avais été invité à une émission de Tadi, aujourd'hui disparue, qui était Ce soir ou jamais. J'appelle ça, dans mon cas, Ce soir et plus jamais. Donc, j'ai été là. Il y avait un débat sur la liberté d'expression de Dieudonné. Ils ont fait venir Nab, qui a tapé sur Dieudonné. Le panel était à peu près 7 personnes. Il y avait 8 personnes, on peut dire. Il y en avait un qui était un peu de mon côté, mais disons, on pourrait dire que c'était 6 contre 1, plus ou moins, ou 7 contre 1. Et alors, il y avait un truc très comique à la fin. J'étais tellement énervé que j'ai dit, méfiez-vous, parce que les gens répètent cette phrase de Voltaire. Je croyais qu'elle était de Voltaire, elle n'est pas de Voltaire, mais enfin, ça, il y a beaucoup de phrases attribuées à Voltaire qui ne sont pas de lui. Méfiez-vous, parce que les gens disent, Voltaire aurait dit, que si vous voulez savoir qui a le pouvoir, demandez-vous de qui on ne peut pas parler. Et alors, Jean-François Kahn, qui était à côté de moi, m'a dit, cette phrase est antisémite. Mais qu'est-ce que c'est comme meilleure démonstration que de dire que c'est les Juifs qui ont le pouvoir? Parce que je lui ai dit, mais elle n'était pas antisémite à l'époque de Voltaire. Certainement pas. Voltaire était antisémite, mais certainement la phrase ne désignait sûrement pas les Juifs à cette époque-là. Sûrement pas. Et donc, je lui ai dit, qui l'a rendue antisémite? Pourquoi elle est devenue antisémite? Et alors, c'est frappant après ça, je remarque, bon, maintenant je suis content d'être invité chez vous, mais je me rends compte que, alors qu'avant j'étais quand même raisonnablement invité, y compris chez Tadi, l'émission de Tadi a disparu un peu après, il a été attaqué nominalement par plusieurs journalistes pour m'avoir invité, alors j'étais seul presque contre tous, et que je n'ai rien dit d'excessif. En fait, il y a une vidéo qui a été faite par un ami qui est d'origine juive d'ailleurs, qui avait fait une émission où il dit, quand Jean Bricmont parle de Dieudonné sans être interrompu. Et c'est une vidéo qui a fait 400 000 vues, je sais pas, enfin, j'ai jamais fait autant de vues, qui a été faite, qui a été mise sur le web pour me permettre de dire ce que je n'ai pas pu dire parce que j'étais interrompu tout le temps dans l'émission sur Dieudonné. Mais après ça, moi, je me rends compte, j'ai disparu. Je veux dire, il y a encore une émission scientifique, il y a 1 an, je suis invité, des invités à la dernière minute, etc. Pour des trucs qui n'ont rien à voir avec Israël, dans la politique, rien du tout, qui a à voir avec les sciences et pseudosciences. Donc moi, je me rends compte que j'ai disparu depuis 5 ans, de débats qui avaient lieu. D'ailleurs, on m'a dit ça à l'ULB, on m'a dit, oui, mais tu sais, on peut plus t'inviter. Bon, et qu'est-ce que j'ai fait? Mais qu'est-ce que j'ai fait? Je n'avais rien dit sur les Juifs, sur la culture juive, sur les gens juifs. Je m'en fous. Je m'en fous de savoir qui est juif, qui n'est pas juif. Je ne sais même. Et j'ai écrit 10 livres avec des Juifs. 10 livres, dont Chomsky, mais pas seulement. Sokal, Finkielkraut, enfin, d'autres, Pierre Lévy. Enfin, j'en ai fait plusieurs. Enfin, des préfaces, livres avec, je veux dire, des préfaces ou des postfaces, mais
Je veux dire, j'ai travaillé pendant des années, je travaillais avec quelqu'un qui était un survivant d'Auschwitz. Je veux dire, comme physicien, je veux dire, c'est absurde. Non, et puis c'est pas du tout. C'est pas du tout. Plus pour la liberté d'expression. La liberté d'expression est pro-juive. Ils comprennent pas ça. Ça leur fait du